Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Et ce soir, pour m'accompagner et commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous, heureuse d'être ici avec vous. Donc ce soir, nous aurons donc une émission 100% féminine, hein, parce que je serai accompagné donc d'Aurore qui va nous présenter d'ici quelques instants une nouvelle revue, un nouveau magazine. Puis viendra Lily Oz pour nous conter sa sagesse de Vénusienne. Et enfin Audrey Canso qui viendra faire un petit point sur les différents festivals, salons auxquels elle a participé au mois de mars. Voilà. Et puis on retrouvera Dino lors de la prochaine émission. Il aura fini son périple en Europe et on en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Dino. Allez, du coup Aurore, ce soir, tu voulais nous présenter un nouveau magazine qui s'appelle In the moment, dans le moment présent, hein, si on veut traduire en français. Et je trouve ça formidable, le moment présent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'instant, dans le moment. Donc voilà, parce que qu'être soi n'attend pas. Alors c'est très important, il ne faut pas attendre d'être soi, et surtout pas penser que c'est demain qu'on pourra le réaliser, parce que ça peut être peut-être un peu tard. Et donc c'est le numéro 2 qui vient de sortir. Voilà, le numéro 2 de mars-avril 2018. Alors moi j'ai beaucoup aimé, alors déjà la couverture, c'est vrai, je le dis très souvent que j'aime beaucoup la couverture. Dans cette couverture, ce que j'adore, c'est le visage d'une jeune femme, donc il est dessiné, c'est un dessin, avec les cheveux relevés et dans ses cheveux de très belles fleurs. Alors ça me fait penser beaucoup à cette saison du printemps, à la saison que nous sommes en train de vivre. Et ça donne envie simplement de faire comme elle, de fermer les yeux, de respirer et puis de se laisser simplement envahir par ce bien-être-là. Alors, oui, alors ces magazines, bien sûr, on parle de bien-être, on parle aussi de création, de living et d'évasion dans ce magazine. Alors le premier article sur lequel tu voulais t'attarder un petit peu, c'était sur ces courriers, des courriers non envoyés, des courriers qu'on a commencé à rédiger et qui sont peut-être restés sur une table, sur un bureau, en tout cas qui n'ont pas été jusqu'à la petite boîte jaune de la poste. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Alors, cet article-là, c'est un très bel article qui parle en fait des relations et ces lettres que l'on n'envoie pas. Alors, pourquoi on ne les envoie pas? Parce que souvent, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est difficile parfois de dire à la personne, à quelqu'un en particulier, ce qu'on ressent de plus profond, au plus profond de notre être, parce qu'il peut y avoir de la colère qui est restée là quelque part en nous, il peut y avoir de la rancœur, et tout ça, c'est pas facile à exprimer. Alors, on conseille de le faire, et c'est justement l'article qui est très intéressant par rapport à ces lettres que l'on n'envoie pas, c'est pour pouvoir aussi exprimer cette colère, cette douleur qui est refoulée et qui n'ont pas eu la possibilité de sortir quelque part, de pouvoir être lâchée. Parce que tant qu'on tient cette colère en nous et cette douleur, ça fait pas du bien, on peut pas se sentir bien, ça peut même créer des tensions dans notre corps et ensuite même des douleurs, des maladies et beaucoup d'autres choses pas bonnes du tout, du tout. Alors voilà, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir un exemple de comment justement écrire ces lettres. Donc il y a une fiche d'exercice où on peut commencer par cher, cher, bien sûr si on s'adresse à un homme ou une femme. Je t'écris parce que je sens, j'aimerais pouvoir te dire, et voilà. Et là, on continue avec je me sens, je suis en colère ou je suis déçu parce que. Donc, c'est vraiment à travers cet exercice, avec des exemples de phrases, on peut commencer à écrire et puis ensuite on va y mettre notre texte personnel, tout ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on ressent? Disons, je suis déçu. Qu'est-ce qui fait que je suis déçu de telle ou telle autre personne? Qu'est-ce qui fait que je ressens de la colère pour telle ou telle autre personne? Qu'est-ce qui fait que, voilà, lorsque j'étais par exemple enfant, j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Ça peut être aussi une lettre à un parent, à un frère, une sœur.
un ami, une amie. C'est aussi de pouvoir dire peut-être pourquoi je n'ai pas compris telle attitude. Et peut-être aussi je n'ai pas oublié telle chose. Et peut-être aussi le fait de dire je n'aime pas le fait que, je déteste ça, ou j'aimerais telle chose, ou j'ai appris que. Et tout ça, ça permet aussi, à travers cette lettre, de laisser les mots remplir cette lettre, cette page, pour pouvoir ensuite se rendre compte de tout ce qui a pu être libéré. Et ça, c'est très important. Voilà, j'aimerais que ça, quelque chose qui continue à me contrarier, ça me blesse. Et on peut se rendre compte en écrivant au fur et à mesure que justement on va arriver à dire des choses. Comme par exemple, je t'ai aimé, mais je dois reconnaître que dans cette relation, voilà, ce n'était pas possible de continuer cette relation parce qu'il y avait trop de souffrance, il y avait trop de manque, il y avait des besoins peut-être pas comblés, il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être réellement telles qu'elles auraient dû être dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et c'est vrai que d'écrire, c'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, après, on nous dit qu'on est, voilà, cette lettre ne va pas être expédiée, hein, c'est pas le but de l'expédier, c'est pas le but, pardon, de l'envoyer. C'est vraiment de la garder pour soi. Après, on peut en faire ce qu'on veut, on peut la déchirer, on peut la brûler, on peut la jeter où on veut. Mais le but, c'est de vraiment pouvoir se libérer de ce trop-plein d'émotions comme la colère et de pouvoir ensuite s'apaiser, apaiser notre cœur, s'apaiser vraiment totalement et pouvoir peut-être par la suite aussi tourner cette page avec cette personne, tourner cette page qui était restée là un petit peu, pas complètement, ce chapitre pas complètement refermé et qui avait besoin d'être refermé une fois pour toutes pour pouvoir permettre vraiment d'avancer, de continuer, d'aller de l'avant. Voilà, Antoine. Alors, finalement, ces lettres, est-ce qu'il faut réellement les envoyer, aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'il vaut mieux tout simplement les écrire que pour soi, quelque part, le fait d'avoir verbalisé, ça permet de... C'est un acte libérateur. C'est un acte libérateur. Alors, moi, tu le sais, Antoine, à travers mon travail d'accompagnement, puisque j'accompagne des personnes sur leur chemin de vie, il m'est arrivé justement de conseiller, d'écrire. Et c'est pour ça aussi que lorsque j'ai vu cet article-là, ça a résonné en moi. Voilà, écrire, c'est très, très, très libérateur. Et je sais, de par des personnes que j'ai eu le bonheur d'accompagner, la joie d'accompagner, à travers aussi ce qu'elles m'ont dit par la suite, que ça les a beaucoup aidées dans cette capacité qu'elles ont eue par la suite de se sentir mieux avec elles-mêmes et de s'apporter ce bien-être-là, cette guérison intérieure, voilà. Donc oui, je recommande très vivement d'écrire et de ne pas forcément envoyer, mais de pouvoir, à travers une petite cérémonie, comme de brûler la lettre. Alors attention, hein, quand vous faites ça, de pas mettre le feu à la maison, c'est pas le but. Mais ça peut être aussi de la déchirer en petits morceaux. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire, mais tout en étant conscient que c'est vraiment une page qu'on ferme et on peut vraiment avancer et ne plus se retourner, plus avoir besoin de se retourner sur cette douleur, sur cette souffrance-là, sur ce sentiment d'avoir pas pu faire en sorte de... Et là, c'est possible finalement de le réaliser. Donc oui, c'est très libérateur, Antoine, absolument. D'accord. Alors, toi qui deviens au fil des mois la spécialiste de toutes ces revues, hein, spiritualité et bien-être, comment est-ce que tu trouves cette nouvelle revue? Quels sont pour toi les points positifs qu'elle aurait par rapport à toutes celles que tu connais, que tu as déjà présentées? Alors, encore une fois, sincèrement, elles sont toutes belles les unes et les autres. Elles ont toutes quelque chose vraiment formidable les unes et les autres. Moi, je conseillerais vraiment de se laisser porter par en allant regarder un magazine. Alors, et il y a toujours quelque chose dans un magazine qui va faire écho en nous, qui va nous parler, qui va résonner en nous. Parce qu'encore une fois, tous ces magazines, c'est vraiment pour nous apporter, voilà, plein de petites recettes pour être plus heureux dans notre vie, plus épanoui, pour se sentir bien.
Et ça, c'est vraiment formidable, vraiment, je trouve, Antoine. Bon, et puis moi, tu connais mes critères, hein, par contre, pour ce genre de magazine. Bon, effectivement, dans Top Secret, c'est pas ce genre de critères que je cherche, mais dans ce genre de magazine, le critère que j'aime bien explorer, c'est le côté des pages recettes. Pour le coup, il y a tout un article sur les plantes et les plantes dans nos assiettes. Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on parle du pouvoir des plantes. Alors aujourd'hui, on n'arrête pas d'en parler. Alors là, ils disent qu'il y a des diététiciens, les blogueurs, les célébrités, même les athlètes qui louent leurs bienfaits. Absolument. Alors moi, je suis rien de tout ça, mais je loue leurs bienfaits aussi. Pourquoi? Parce que moi-même, alors je peux témoigner, hein, j'ai changé énormément mon alimentation depuis 2, 3 ans. Et je me suis rendu compte en fait que à travers réellement tout ce qu'on peut aujourd'hui trouver dans des magasins vraiment spécialisés, il y a vraiment le choix pour s'apporter les nutriments dont on a besoin, dont notre corps a besoin, et je dirais même notre esprit a besoin, notre cœur a besoin. Parce que nous sommes aussi ce que nous mangeons, il ne faut pas l'oublier. Et lorsque nous mangeons en conscience, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, qu'est-ce que j'achète? La façon dont je me nourris, je le fais en conscience. Déjà, ça change complètement la donne. Et là, on va découvrir vraiment des choses très bonnes pour nous. Et peut-être aussi nous débarrasser de fausses idées, en pensant que si on ne mange pas certains aliments, on n'a pas de protéines et c'est pas bon pour notre santé. Alors là, on nous dit justement, au contraire, on peut trouver des protéines qui remplacent, par exemple, le lait, les œufs, le steak, le fromage. Et ces protéines sont par exemple les amandes. Alors pour 30 grammes, environ 20 amandes, il y a 6,4 grammes de protéines. Donc c'est vraiment formidable. Il y a le lait de soja aussi qui contient beaucoup de protéines, les pois chiches aussi, le tofu. Donc il y a vraiment du choix. Donc on peut très bien préférer le lait végétal au laitage, des pâtes blanches, des pâtes complètes aux pâtes blanches, des haricots contre la viande et des fruits pour le sucre, parce qu'on va s'habituer aussi à ces sucres et on va arrêter peut-être de manger des barres chocolatées et on va être capable de se débarrasser de cette dépendance au sucre raffiné en mangeant des fruits. Donc là, il faut profiter de manger des fruits de saison. Ça, c'est vraiment recommandé. Et dès que vous voyez des fruits, n'hésitez pas à en manger. Et vous verrez, vous allez vous habituer aussi à manger différemment. Moi, je vous le conseille vraiment vivement. Et ça change la vie vraiment, énormément. Alors, là, on reste encore dans le légumineux, on va dire, et dans le fruit, mais dans ce chapitre-là, il parle plus particulièrement des plantes. Par exemple, moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la racine de capucine, qui est une plante, hein, et honnêtement, c'est super bon. J'ai été vraiment très, très étonné. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Donc, d'abord, on parle vraiment de régime végétalien. Donc, où on proscrit vraiment la viande, les laitages, les œufs, etc. Et déjà par souci, c'est un style de vie qui est guidé aussi pour le bien-être de l'animal et aussi pour, comme je disais tout à l'heure, manger plus en conscience. Alors là, il y a plusieurs sortes de possibilités. On parle surtout en fait de beaucoup de livres qui sont sortis sur la nourriture et comment on peut changer aussi notre regard sur les choses. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, après, il n'y a pas de recettes, mais il y a beaucoup de livres qui sont conseillés. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, par exemple, il y a une salade de pois chiches au curry sanga. Donc là, on peut mettre dedans du persil, par exemple, avec de la poudre de curry, du sel, du poivre. Il y a la recette pour 4 personnes, qui est très importante, en le sens que très intéressante pour commencer à utiliser d'autres aliments. Voilà. Donc, comme là, des pois chiches, du persil, des oignons rouges, de l'aneth, de l'huile d'olive, du citron pressé frais.
voilà, c'est une petite recette à essayer, pourquoi pas, Antoine. Bah, écoute, on va accueillir Lydie qui vient d'arriver. Bonjour Lydie. Salut, comment ça va? Hello, coucou Lily. Ça va? Bah écoute, ça va très bien. On est content de te voir ce soir. Bah moi aussi. Et donc, on était en train d'échanger sur les recettes à base de plantes. Et moi, je parlais de racines de capucine, par exemple. C'est vrai que c'est vraiment un goût très particulier, mais très bon. Je connais pas du tout. Ah bah écoute, le jour où vous viendrez sur Rouen, je vous amènerai à un restaurant qui fait de la racine de capucine. Voilà. Bah génial, avec plaisir. Ok, Aurore, du coup, ce magazine donc s'appelle In the Moment. C'était le numéro 2. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'il continue à avoir des nouveaux magazines, comme celui-ci, c'est le numéro 2. Donc c'est bien, il faut que ça continue, voilà. C'est bien, parce que ça permet vraiment de changer notre façon de voir les choses, de s'intéresser à des choses autres que ce qu'on peut trouver dans certains magazines qui, pour moi, voilà, aujourd'hui ne correspondent plus du tout. Et je trouve que c'est formidable. J'encourage vraiment toutes les personnes qui créent ces magazines à continuer à le faire parce qu'il y a vraiment des belles âmes à l'intérieur, des magnifiques personnes. Là, on a vraiment à l'intérieur aussi, on nous parle des personnes qui ont participé et c'est vraiment des belles personnes. Elles ont toutes quelque chose à apporter avec leur touche personnelle, leur touche du cœur. Et voilà, c'est vraiment formidable. Et dedans, on y découvre énormément de choses. Il y a beaucoup d'articles hyper intéressants dans ce magazine. Donc, allez le découvrir en kiosque, in the moment, et faites-vous plaisir. Voilà, prenez ce moment pour vous. Vous allez vraiment vous régaler. Non, mais c'est vrai que c'est encourageant à une époque où comment dire, la presse a un petit peu de difficulté à vendre des numéros en kiosque. C'est de plus en plus difficile. On voit qu'il y a quand même toujours de nouveaux magazines qui sortent. C'est qu'il y a quand même un véritable intérêt du public pour ce genre de littérature. Oui, absolument. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie, Aurore. On te retrouve lors de la prochaine émission pour un nouveau magazine. Et puis, t'hésites pas, tu participes au reste de l'émission dès que tu en as envie. Merci beaucoup, merci. Et donc, on va retrouver bien notre amie Lily et sa sagesse de vénusienne. Ce soir, Lily, de quoi voulais-tu nous parler ? Alors ce soir, un gros sujet. Hein. Je voudrais parler du fait d'être soi-même, ou autrement dit, d'éprouver son être-té. Et en gros, c'est quoi être? Donc gros sujet. Alors, être-té, moi je ne l'ai pas dans mon dictionnaire, hein, être-té, va falloir que tu... C'est un mot qu'on entend souvent dans le New Age, dans le développement personnel, le sentiment de son être-té, tu vois. On t'écoute avec attention et pour ceux qui ne connaissent pas, on va découvrir ce qu'est cet être-té. Alors, mes chers amis terriens, vous savez à l'évidence qu'il existe une différence entre le fait d'être et le fait de paraître. Vous comprenez également très bien la différence entre être et faire, ou bien encore entre être et avoir. Mais savez-vous véritablement ce que signifie être ? Lorsque les sages de votre planète vous enseignent ou lorsqu'on leur demande en fait comment on fait pour s'accomplir, ils répondent souvent qu'il n'y a rien à faire et qu'il suffit simplement d'être soi. Alors, cette réponse souvent déconcerte. D'abord parce que la plupart du temps, les gens ont déjà l'impression d'être eux-mêmes. Ensuite, parce qu'on a la sensation qu'il faut beaucoup travailler pour parvenir à s'améliorer, à se sentir mieux, ou évidemment à atteindre l'illumination. Et évidemment, ce n'est pas faux, parce que devenir pleinement soi nécessite de se mettre dans un processus introspectif, de porter son attention sur son intériorité, sur ses comportements, sur ses réactions. Il s'agit d'observer, de s'observer soi, de sortir de ses habitudes réflexes, mais aussi de bon nombre de ses croyances. En fait, on doit se départir de nos conditionnements et ça, clairement, c'est pas du tout une mince affaire. Mais alors, que veulent dire les sages lorsqu'ils disent qu'il n'y a rien à faire? Ils disent tout simplement que tout est déjà là, à l'intérieur de soi, et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se dépouiller de tout ce qui nous entrave dans la juste expression de notre nature véritable. Sauf que,
Et c'est là où il faut travailler. On doit s'affranchir d'une quantité considérable de croyances limitantes, de représentations du monde ou de réflexes, tous conditionnés par notre éducation, notre culture. Ainsi, le dépouillement personnel est le premier travail à effectuer pour accéder à notre essence véritable, à notre vérité profonde. Et c'est un long travail que de se débarrasser de toutes ces couches opaques dont on habille l'être par pur conformisme, mais aussi par amour et par respect des anciens et de la collectivité. Entendons-nous bien, ce sont ces héritages précisément, toutes ces croyances qui empêchent notre lumière intérieure de simplement rayonner en toutes circonstances. Et c'est parce qu'on s'identifie à ces images, à ces représentations de soi, à cet ego construit de toutes pièces que nous trouvons difficile de nous accomplir. Mais encore, se dépouiller ne saurait suffire à épouser pleinement l'être véritable. Amis humains, dans mes yeux de vénusienne, il nous faut ensuite investir toutes les parts de soi, mais aussi toutes les dimensions de l'être. Pour comprendre cette idée, je voudrais que vous imaginiez l'être comme un continuum reliant le corps, l'âme et l'esprit. Alors, je parle en ces termes parce que c'est un langage que vous connaissez. Mais en vérité, il n'y a pas de séparation entre ces trois entités. Elles ne sont que différentes formes d'expression du soi correspondant à des degrés différents du spectre de l'être. En fait, chacun d'entre nous est comme le doigt d'une main. Dans notre dimension, qui correspond au monde de la séparation, nous avons l'impression d'être des individus uniques, séparés les uns des autres, mais aussi séparés de tout ce qui nous entoure, y compris du monde invisible qui échappe à nos perceptions humaines. Dans ce niveau de réalité, et donc pour reprendre l'image des doigts d'une seule et même main, nous vivons comme si nous n'étions que la première phalange d'un seul doigt. Pourtant, nos êtres ne se limitent pas à ce seul niveau de matérialité. Et lorsqu'on remonte le spectre de l'être, on traverse les différentes couches d'une réalité multidimensionnelle. À chaque étage, c'est-à-dire dans chaque dimension, la densité de nos corps varie, tout comme la forme par laquelle nos êtres s'expriment. Forme et densité précisément varient en fonction des lois physiques du plan dimensionnel où la conscience s'observe. Ainsi, nous sommes à la fois la première phalange du doigt, mais aussi, donc c'est-à-dire le corps, en fait, la personne qu'on est ici, qui semble être coupée, séparée du reste, mais on est aussi les autres phalanges, la paume de la main et les autres doigts. En fait, de manière évidente, nous sommes chacun comme une partie faussement séparée d'un seul et même corps divin. Ainsi, l'être est une entité complexe, d'apparence paradoxale. À la fois séparés dans ce niveau de réalité, nous sommes unis en un seul au sommet du spectre de l'être. Nous sommes le un, mais le un qui s'exprime à travers la diversité, la multiplicité, l'unicité, l'individualité. Ainsi, enfants de la Terre, pour épouser pleinement votre êtreté, il ne s'agit pas seulement de regagner la dimension la plus haute de l'esprit pur. Contrairement à ce que vous enseignent bon nombre de vos sages, il ne s'agit pas de détruire l'ego ou de déplacer sa conscience jusqu'aux plus hautes sphères. Il ne s'agit pas seulement de remonter à la source, il s'agit en fait de mettre sa conscience à tous les étages de l'être, de s'investir comme un être multidimensionnel, s'exprimant dans différentes couches de réalité et s'incarnant simultanément dans différents espaces-temps, dans différentes dimensions plus ou moins subtiles. Amis humains, je vous invite à vous engager dans un processus de dépouillement personnel et de déprogrammation mentale. Mais je vous en prie, ne faites pas de cela votre unique objectif. Le but de cette expérience de vie n'est pas de nous conduire à nous désincarner pour rejoindre l'esprit pur. Dans mes yeux de vénusienne, le but est de s'accomplir, c'est-à-dire d'être complet, de devenir complet au sens de s'investir complètement en chaque dimension,
En fait, il s'agit de mettre sa conscience à tous les étages de l'être, d'investir chaque part de soi sans renoncer à aucune forme de son expression et donc certainement pas à la personne qu'on est ici. Ainsi, et seulement, vous pourrez mesurer l'immensité de votre potentiel. Alors, amis, dépouillez-vous, certes, mais simultanément, entamez un processus d'expansion. Travaillez à vous déployer dans ce niveau de réalité comme dans les autres. Engagez-vous dans ce que j'appelle le déploiement personnel, plutôt que de viser à l'annihilation de votre unicité. Merci Lydie. Alors, je vais profiter du fait que, pour une fois, Aurore soit là au moment où on enregistre ta chronique pour lui poser la question. Aurore, est-ce que toi, tu as rencontré, retrouvé ton être-té? Je crois que c'est une quête d'une vie, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est depuis que j'ai commencé le cheminement il y a déjà pas mal d'années en arrière, mon cheminement intérieur. Je pense que tu comprends, Lily, de quoi je parle. Bien sûr. J'ai le sentiment que je continue, j'avance, mais j'arrive jamais au bout de tout ça. En tout cas, pour moi, j'arrive jamais au bout de tout ça. Ouais, c'est assez fabuleux parce qu'au fond, plus on avance, à un moment, on a l'impression dans la vie de passer des caps. Oui. Et on a l'impression qu'on a même des révélations. On comprend des choses vraiment très puissantes qui nous bouleversent, qui nous changent. Oui. Et puis, étonnamment, quelques temps après, on se rend compte que on n'avait pas tout à fait tout compris. Non, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il n'y a jamais de certitude. Il faut toujours se remettre en cause. Et puis, dès qu'on croit qu'on a trouvé le Graal, en fait, ça nous échappe. Mais c'est logique, puisque justement, cet être, c'est l'univers tout entier. Nous sommes des univers, nous sommes l'univers. Nous sommes unis vers, tous ensemble vers quelque chose, vers ce mystère qu'est la vie. Et donc, dès lors qu'on va, évidemment, faire tomber tous ces... Je parle de masques opaques, de couches opaques, tu vois. C'est un peu comme dans l'alchimie, on dit il faut réussir à extraire finalement le diamant brut, tu vois, à tailler sa pierre pour qu'elle fasse passer la lumière de la bonne manière sans que cette lumière soit gênée par une opacité. Donc, ok, on retire toutes ces couches de croyances, d'identification, de conditionnement en fait qui nous limitent dans notre représentation de qui on est. Et évidemment, à un moment donné, ça nous met en contact, plus on se dépouille en fait, avec l'immensité de l'être, donc avec l'infini. Et donc, c'est infini. Et le jour où finalement on a fini cette course, vous voyez, il y a par exemple cette idée que finalement il s'agit pour beaucoup de simplement passer à l'étage du dessus sur Terre. Voilà, l'idée c'est de faire comme le Christ. En gros, ça y est, j'ai trouvé le moyen de devenir un ange, quoi. On va dire un corps éthérique, tu vois, de ne plus avoir besoin d'un corps physique, peut-être pour être qui je suis. Mais entendons bien que les anges ou les archanges ou les divinités mineures ou toutes ces entités, ces archétypes, au fond, font partie du monde de la manifestation au même titre que l'humain. Et donc, même ces entités-là qui sont élevées par rapport à l'humain de base, quoi, tu vois, finalement, elles n'ont pas fini leur chemin. Et elles n'ont pas fini de découvrir à quel point elles sont, à quel point on est tous, au fond, l'univers tout entier. Donc, évidemment, en plus, on est dans des corps humains, on est limité par des cerveaux qui sont restreints, quoi. Et on perçoit le monde avec notre subjectivité, avec notre capacité humaine à le percevoir, qui est en fait un filtre qui nous empêche de voir la véritable réalité, qui est sans doute finalement de l'énergie pure, de l'information circulant, se transformant, s'amalgamant ou se disloquant. Voilà, c'est à ça que doit ressembler a priori, si on écoute aussi bien les gens qui ont fait des expériences ésotériques ou les grands initiés, ou même aujourd'hui de plus en plus les chercheurs dans la science, on se rend compte que voilà, tout est énergie, tout est peut-être même comme un espèce de kaléidoscope, une espèce de projection comme ça de l'être d'origine, de cet être véritable que nous sommes, qui se projette dans ce monde de matière et qui se fragmente en même temps, de manière un peu fractale comme ça,
à travers l'espace-temps. Et c'est très vaste. Nous sommes des êtres très vastes. Oui, bien sûr. Alors, du coup, j'ai quand même une dernière petite question, Lydie. C'est pas un peu déprimant de se dire que tout ça, c'est une quête sans fin, quelque part? Déprimant, non, c'est fabuleux. C'est comme vivre une aventure. Justement, au contraire, on s'ennuierait, non, si on avait déjà tout. Si on n'avait rien à conquérir, pourquoi on viendrait là? Moi, je trouve ça fabuleux. Tu sais, cette expérience quand on observe les guides spirituels, alors je vais en prendre quelques exemples, genre Eckhart Tolle ou Donald Walsh, c'est des gens qui racontent quand même une dépression profonde. Vraiment, ils atteignent l'endroit le plus bas psychologiquement, et ça les conduit à une forme de dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de s'identifier à cet ego, donc qui est construit, et tout d'un coup, le monde leur apparaît dans cette finalement multidimensionnalité. Le problème, c'est de croire que une fois qu'on a fait ça, ça y est, on a tout conquis. Moi, je crois qu'au contraire, l'idée, c'est pas de se dire, ah ben voilà, je ne suis pas un être, finalement, je suis pas une personne, je n'ai pas d'existence, même en tant qu'âme, et finalement, on est tous un, et donc là, on est en train de se parler les uns aux autres, mais en fait, il n'y a pas d'autres. Donc, c'est un peu comme si Dieu se parlait à lui-même, en fait, à travers nous. Tu vois, donc on est un seul être qui se parle à lui-même, à travers l'autre, etc. Alors oui, si on conçoit ça comme ça, enfin moi je trouve que c'est ça qui est un peu flippant, tu vois. Moi je crois au contraire que si la manifestation prend autant de formes, ça s'investit dans la matière d'abord, c'est précisément pour jouer ce jeu, pour expérimenter cette individualité et pour peut-être rencontrer la matière. Moi, je crois à cette idée que ce qu'on doit faire, c'est finalement matérialiser notre essence divine au point de finir par être Dieu soi-même, entre guillemets, en tant qu'individu, tu vois. C'est un peu comme les cellules de la peau de Dieu, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle âme qui naît, elle va mûrir comme une cellule, tu vois, tu t'es coupé, en gros, fabrique une nouvelle cellule et elle va progressivement devenir à l'image du reste du corps. Donc, en fait, on est là pour s'expérimenter, refaire ce chemin de comprendre qui on est pour s'éprouver, voilà. Et je trouve ça, enfin moi personnellement, je trouve ça fabuleux. C'est parce que entre ici maintenant et tout là-haut, cette source d'origine, c'est vrai que si tu passes d'ici maintenant, tu dis ça ne vaut rien, c'est l'illusion. Puis l'âme, c'est une illusion. Alors détruisons tout et revenons à l'infini. Là, effectivement, pourquoi faire? Alors, pourquoi on est venu ici? Moi, je crois qu'au contraire, il faut créer cette alchimie de cette rencontre entre la matière et l'esprit. Et que, d'une certaine manière, c'est un peu comme si, et vraiment, c'est très personnel, Dieu cherchait, au fond, à vivre dans la matière, à s'incarner dans la matière. C'est-à-dire que l'éternité et l'infini, comment font-ils pour fusionner avec la matière? Et quelque part, c'est en créant l'univers, tu vois. Et ça s'exprime à travers nous. Et il y a tellement de couches entre les deux niveaux que c'est un monde infini à explorer. C'est fabuleux, c'est stimulant, c'est une quête effectivement qui ne peut pas être réalisée peut-être en une seule vie. Mais ça nous permet pour le coup de nous enrichir, de comprendre justement ces différentes... Quand on fragmente une lumière, oui, alors si on la fait passer à travers un brouillard, elle va être diffractée d'une certaine manière. Si on la fait passer à travers la glace, elle va se diffracter encore de manière différente. Si la lumière reste pure lumière, elle ne connaît pas finalement sa véritable essence, puisqu'elle ne sait pas comment elle réagit à l'environnement. Et justement, nous, on est des êtres qui sommes en réaction en permanence. Et c'est là où justement il y a des gens qui interrogent, est-ce que l'être existe? Est-ce que être, ce n'est pas être que en réaction à quelque chose? Et c'est une vraie question. Mais on voit bien que justement, c'est parce que il y a quelque part ce désir de s'accomplir, d'être complet, de se matérialiser, de mettre cet esprit divin
au service de la matière et la matière au service de l'esprit divin. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est une quête fabuleuse. Je n'ai pas fini de l'étudier et ça m'embêterait beaucoup. J'ai eu cette chance, moi, d'accéder à ce moment de la dépersonnalisation, comme c'est Cartolé et d'autres. Je trouvais ça très triste d'arriver en fait à l'issue de la quête, quoi. C'est-à-dire après, pourquoi tu te lèves? Effectivement. En tout cas, à la question l'éternité et l'infini, comment font-ils pour s'incarner dans la matière? Moi, j'ai la réponse, en tout cas, j'ai une des réponses. Eh bien, parfois, ils s'incarnent dans des albums de musique. Ah. Et, vous pourrez retrouver d'ailleurs une de ces chansons, bon, c'est les chansons de Lily Oz, à la fin de cette émission, au niveau du générique de fin. Parce que ça y est, hein, on commence à avancer, à voir le bout hein, de cette quête-là. Il ne te reste plus que, je crois, 4 morceaux à enregistrer. 4 veaux à faire. En gros, dans un mois, on a fini. Enfin, fin avril, puisque je ne sais pas quand l'émission sera diffusée. Fin avril, on a fini. Après, ça ne veut pas dire que ça sera tout de suite disponible à la vente. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui ont précommandé et qui m'ont soutenu avant les autres seront récompensés et recevront avant les autres, peut-être même avant qu'ils sortent, une version collector de l'album. Voilà. Donc, on a hâte. Je vois pas ça comme une quête, je vois ça comme justement une forme d'alchimisation, une forme de réalisation, d'accomplissement. Certes, il me reste encore beaucoup à accomplir, mais ça sera déjà une belle mise en matière, je crois. Ouais, tout à fait. Une très très belle mise en matière. Et pour en savoir plus, vous allez sur le site lilyoz.com. Voilà. Eh bien, merci Lily. Merci à vous. Eh bien, on va maintenant accueillir Audrey Canso qui vient d'arriver. Bonsoir Audrey. Bonsoir Antoine. Bonsoir les filles. Salut Audrey. Hello. Alors Audrey, pour ceux qui n'auraient pas encore eu le plaisir de te découvrir sur notre chaîne, tu es l'auteur d'un livre qui vient de sortir, 2030, Odyssée d'un nouveau monde. Oui. Donc Audrey, ce soir, tu es venue nous parler de 2 salons auxquels tu as participé au mois de mars. Ça se passait sur Toulouse. Il y avait un salon du livre et un salon de la conscience. Par lequel est-ce que tu veux commencer? Oui. Ben, je vais commencer par le premier qui était un séminaire sur la conscience et l'invisible. Donc voilà, moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme vous le savez. Et donc, c'était organisé au Casino Barrière à Toulouse. Et ils ont été très étonnés, en fait, les organisateurs. C'était une collaboration entre les éditions Guitry Daniel et une agence qui s'appelle ABC Talk. Et en fait, ça s'est rempli très, très rapidement. Tu vois, il y avait 1200 places. Et mais alors, même le casino, il ne s'attendait absolument pas à ça. Donc, ça montre à quel point ces thématiques... il y a de plus en plus de personnes en fait qui sont sensibles à ces thèmes, et il y avait une belle distribution. Il y avait notamment Jean Stone, que moi j'avais jamais eu le plaisir encore d'écouter, et qui est philosophe des sciences et essayiste. Il est diplômé en paléontologie, il est diplômé en sciences politiques, en maths, en économie. Enfin, franchement, voilà, quelqu'un, vraiment une sommité. Il est chargé de cours aussi à HEC, et j'oublie sûrement des choses. Mais voilà, il nous a fait une présentation de 3/4 d'heure sur pas mal de notions qui étaient vraiment intéressantes. Et il a insisté, moi c'est ce qui m'a le plus touché dans ce qu'il a dit, sur à quel point c'est important l'intuition en fait quand on est chercheur, et à quel point voilà, le cerveau gauche ça suffit pas. Et il y avait des PowerPoint très intéressants. J'ai réussi à en photographier quelques-uns avec des citations qui m'ont parlé. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, celle-ci. Sur le monde des mathématiques, c'est une citation de Alain Cohn. Je ne sais pas si vous voyez qui est-ce, Alain Cohn. Non.
Alors, donc Alain Cohn, c'est l'un des rares scientifiques mainstream français, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans les institutions, qui est très reconnu, qui est une sommité, etc., qui a dit que le passé bougeait encore, ce qui est quand même un scoop, n'est-ce pas? Et alors, Alain Cohn, il nous dit, Alain Cohn nous dit, au moment où elle a lieu, l'illumination implique une part considérable d'affectivité, de sorte que l'on ne peut rester passif ou indifférent. Les rares fois où cela m'est réellement arrivé, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. J'ai souvent observé la chose suivante. Une fois la première étape de préparation franchie, on se heurte à un mur. L'erreur à ne pas commettre consiste à attaquer cette difficulté de matière frontale. Donc là, ce qui veut dire, c'est que, par exemple, quand on se heurte à un problème scientifique, à un obstacle, c'est comme ça que moi je l'interprète, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut aller faire autre chose, en fait. C'est ce que fait notamment Philippe Guillemant quand il cale sur un obstacle. En fait, il va faire de très longues marchées, de très longues marches, de très longues randonnées en montagne. Et souvent, quand il revient, il a la réponse. Et ça, la marche, c'est vraiment génial. Donc, Alain Cohn continue. L'expérience montre que si l'on s'attaque à un problème directement, on épuise très vite toutes les ressources de la pensée directe rationnelle. Ce qui est frappant, c'est l'importance, quand je parle de procéder indirectement, de l'éloignement apparent entre le problème initial et le champ d'investigation du moment. Le mathématicien doit évidemment disposer d'une sérénité suffisante. On peut parvenir ainsi à une sorte d'état contemplatif qui n'a rien à voir avec la concentration d'un étudiant en mathématiques qui passe un examen. Donc là, pour moi, en fait, il fait directement référence, mais c'est une interprétation, à ce procédé qui est que, à un moment donné, je vais arrêter d'être dans la rationalité, je vais arrêter d'être dans la réflexion pure, d'être dans mon cerveau, et je vais me connecter à un champ d'information qui est à l'extérieur de moi-même. Et c'est cette connexion, souvent très rapide, très instantanée, à l'extérieur de moi-même, à un autre champ d'information, qui est la plus féconde en termes d'inspiration scientifique ou aussi artistique. Donc, il a beaucoup développé là-dessus, Jean Stone, et ça m'a parlé. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre d'important? Oui, il nous a parlé d'un scientifique hindou que moi, je ne connaissais absolument pas et qui s'appelle Srinivasa Ramanujan. Vous connaissez ou pas? Non. On n'avait jamais entendu parler. Il est né à la fin du 19e siècle. Et donc, lui, il faisait partie des brahmanes. Donc, voilà, il venait d'une famille pauvre et inculte. Il a lu 2 livres de mathématiques dans sa vie. Et à partir de ça, en fait, il a commencé à avoir des illuminations. C'est-à-dire que sans travailler, il a intuité des tas de théorèmes et des tas de concepts sur, alors je reprends mes notes, sur la théorie des nombres, les fonctions elliptiques, les fractions continues et les séries divergentes. Et en fait, il disait que c'était une déesse qui lui dictait ces théorèmes, en fait. Il n'a absolument jamais travaillé. Donc, il a commencé à comprendre que ce qu'il avait intuité, c'était bien supérieur à tout ce qui l'entourait. Donc, il a écrit, il a contacté des universités en Angleterre à l'époque. Je crois que c'était Oxford, il faudrait que je vérifie. Et il a fini par être reçu en Angleterre et par travailler avec des grands scientifiques anglais. Et en fait, on n'a pas compris pendant des dizaines d'années. On voyait bien que ces théorèmes et que ces intuitions étaient justes, mais on n'arrivait pas à les démontrer. Parce qu'en fait, lui, il les pondait comme ça et sans la démonstration. Et Cédric Villani, quand on lui parle de ce cas, il dit, ben oui, lui, il nous pose un problème parce que, voilà, c'est vraiment une curiosité dans le monde de la science. Et il a fallu des dizaines d'années pour, voire des fois plus de 50 ans, pour enfin trouver la démonstration qui permet de prouver ces théorèmes, qui pour la plupart se sont avérés vrais. Et il en a intuité des centaines, en fait, vraiment des centaines. Mais je crois que c'était pas le seul comme ça, il y en a eu plusieurs personnes. Il y a eu Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il fumait de l'opium quand même.
Einstein, la théorie de la relativité, il l'a pondue en 3 jours après avoir fait d'intenses siestes méditatives. Nikola Tesla était très porté aussi sur les sciences occultes, etc. On est à fond là dans la multidimensionnalité. Hein. Complètement. Ouais. Et moi, ça me fascine complètement. Et je suis étonnée que ce cas-là soit pas davantage médiatisé. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre d'intéressant? Moi, je suis pas du tout étonnée qu'il ne soit pas du tout médiatisé. En fait. Malheureusement, il y a quand même une fiche sur lui sur Wikipédia. Et bon. Mais voilà, c'est pas. C'est quand même. Voilà. Il faut parler de lui, quoi. Je voulais faire un petit commentaire aussi, ce que tu as dit là sur Alan Cohen. Alan Cohen, pardon. Alan Cohen, ouais. Et quand il dit que le passé finalement continue à exister, etc. Bon, il y a quand même des chercheurs là qui aussi disent que le temps n'existe pas. Et donc c'est cette idée là dont je parlais tout à l'heure. Tu n'étais pas là, Audrey, mais je parlais de la multidimensionnalité. Et c'est l'idée que tous les temps existent en même temps. C'est ça l'idée. Le futur, le présent, le passé. C'est la conscience. Elle suit un chemin linéaire, temporel. Mais quand on sort de ce tissu de l'espace-temps, on voit bien que tout est là. Ouais. Tout est déjà. Et donc, on est connecté effectivement à ces doubles du passé, du futur, en fait, à tous ces doubles multidimensionnels. Et effectivement, comme on est la même charge électromagnétique, quand tu modifies à droite, ça modifie à gauche, quoi. Et l'idée du karma, par exemple, dans ma vision, c'est que au fond, quand tu commences à explorer tes vies antérieures, tu vas te rendre compte que tu vis une situation similaire dans différentes vies, alors qu'il va s'articuler différemment. Je dis n'importe quoi, par exemple, dans une vie, tu vas vivre la mort de ton mari. Je dis n'importe quoi. Bon, bah, tu vas le retrouver dans ta vie d'aujourd'hui, sans savoir que vous aviez vécu ce trauma, mais il va d'une certaine manière disparaître, sans mourir, mais il va disparaître de ta vie. Et tu vas devoir faire un deuil. Et si tu n'arrives pas à faire ce deuil ici, on va te représenter expérience encore et encore, jusqu'à ce que dans une des vies, tu réussisses à faire ce deuil. Et quand tu l'as fait ici, ça fait le deuil là, et là, et là. Et c'est en ça que, à mon sens, le passé est modifiable, effectivement, puisqu'il n'existe pas le passé, comme le présent et comme le futur. En fait, tout est présent, tout est... Voilà, c'est la même chose. Oui. Moi, ce que je comprends par rapport au temps, c'est que dans l'absolu, c'est-à-dire du point de vue on va dire de la source du cosmos, le temps n'existe absolument pas, donc il n'y a ni début ni fin, voilà, ça n'existe pas, c'est extrêmement compliqué pour nous de le concevoir avec notre cerveau, mais c'est comme ça, c'est quelque chose d'absolu, mais que quand on crée notre réalité, en fait, le film qu'on se projette tous les jours, c'est une construction à partir des informations qu'on reçoit de l'extérieur de l'espace-temps qu'on perçoit, en fait, c'est-à-dire que notre tête, c'est comme un vidéoprojecteur qui reçoit des informations donc en dehors de l'espace-temps, en dehors de la 3D, enfin de la 4D du coup. Et avec notre vidéoprojecteur, on se construit un espace et un temps, tu vois. Et c'est cet espace-temps qu'on projette et qui est notre film. Donc, ouais, et en même temps, Comment ? Non, en même temps, c'est ce concept d'extérieur, tu vois. Ouais. C'est que tu veux dire d'extérieur de... pour moi, il n'y a pas d'extérieur, sauf ce qui est en dehors de la manifestation. C'est-à-dire que tous les plans dimensionnels, justement, notre être traverse tous les plans. Donc, en fait, on est celui qui nous parle, ce guide, qui nous donne cette information. C'est notre conscience supérieure qui est dans une autre dimension et qui communique avec d'autres entités, mais qui ne sont, là encore, que l'expression de qui nous sommes nous-mêmes. Tu vois, voilà, il y a cette espèce de fragmentation comme ça de cette source, de ce 1 qui se fragmente et s'y projette à travers les dimensions, les couches, les épaisseurs, et tout est connecté, puisque c'est la même entité. Donc, en fait, que ce soit un ange, ou que ce soit ton toi du passé ou du futur, ou que ce soit un caillou, tout ça communique. Et quand tu ouvres ici, c'est là où tu reconnectes ces autres dimensions et cette multidimensionnalité, quoi. Ouais. Et moi, ça me fait un peu penser à l'image du kaléidoscope, tu sais, quand il y a un truc qui bouge, du coup, il y a tout qui bouge en même temps. Je pense que c'est une façon de comprendre ce qui se passe, parce que c'est toute cette simultanéité, elle est tellement abyssale, cette idée que absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense a un impact, même infinitésimal, sur l'ensemble du cosmos.
c'est tellement, tu vois, inimaginable que je crois qu'il faut essayer de fonctionner par image, en fait. Et j'ai vu Nassim Haramein hier aussi au théâtre du Gymnase. Et lui, il utilise l'image de la fleur de vigne, mais sphérique, en fait, la sphère de la fleur de vigne. Et il dit que voilà, que chacun d'entre nous, en fait, on est un point dans cette espèce de sphère qui n'en finit pas. Et que l'univers, c'est ça, en fait. C'est la somme de absolument tous ces points de vue, tous ces micro-points. Mais en fait, chaque micro-point, dès qu'il bouge, il y a tout qui bouge, en fait, dans la sphère. Tu vois, et je trouve que c'est d'une précision. Il disait, voilà, si vous voulez faire une fleur de vigne, dessiner une fleur de vigne, c'est vraiment, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, on en a trouvé énormément, on a trouvé beaucoup de fleurs de vigne en graffiti dans des temples qui datent d'il y a très 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 longtemps. Et quand on regarde, c'est d'une précision absolument absolue. Donc ça en dit long aussi sur ce que savaient tous ces gens déjà il y a des milliers et des milliers d'années, quoi. Mais ouais, je crois que c'est des images, ça, qui peuvent nous aider à comprendre, effectivement. Moi, j'aime bien l'idée aussi de la poupée russe, tu vois. Oui. C'est-à-dire cet emboîtement d'univers, tu vois, où tout est relié, et en fait, c'est fractal, quoi. C'est-à-dire que ça se reproduit. C'est la même chose en miniature, mais c'est toujours la même opération. C'est ce que dit la fleur de vie, justement. Hein. Parce qu'on commence par le centre, après il y a le rayon qui va créer l'extension, qui va créer le cercle, et puis ensuite on déplace ce centre à travers ce rayon sur l'un des points du cercle, et on recommence. C'est ça qu'elle nous dit, la fleur de vie. Ouais, c'est ça. Elle nous dit, on ne fait que créer à l'infini cette même histoire, et à différents niveaux de cet univers, quoi. Ouais, et ce qui est génial, c'est de se dire que quand on règle un truc, par exemple dans cet espace-temps-là, ou dans un autre espace-temps, parce que, pour moi, les vies ne sont pas antérieures, tu sais, elles sont simultanées puisque tout se passe en même temps. Voilà. Et quand une partie de moi règle quelque chose dans un espace-temps, paf, ça se répercute sur tous les autres espaces-temps. Et ça, c'est juste dingue. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est ça, le truc, c'est que, tu vois, moi, je me dis des fois, peut-être qu'on ressent des angoisses entre guillemets irrationnelles, on ne sait pas d'où ça vient, mais qu'en fait, c'est juste parce qu'on ressent les angoisses d'une partie de nous-mêmes qui est emmerdée, en fait, dans un autre espace-temps. Et comme tous ces espaces-temps communiquent, comme il y a une espèce de porosité, du coup, on va ressentir des choses qu'on n'explique pas, mais qui en fait s'expliquent, mais il faudrait pouvoir voyager dans d'autres espaces-temps. Ce qu'on fait d'ailleurs la nuit, visiblement, c'est ça qui est génial. Et dans les tranches chamaniques, et dans toutes ces connexions et instants de grâce, justement. Ouais. C'est cette conscience qui se déplace, tu vois. En fait, la conscience, tu peux la mettre dans tes pieds, et tu peux la mettre au centre de la galaxie. Après, ça se travaille de savoir comment on déplace la conscience, mais on voit bien quand on fait de la méditation ou des transes, on voit bien qu'on est capable de modifier quand même ce récepteur-là et d'atteindre d'autres fréquences, quoi. Jean Stone, il a aussi développé un point qui me tient, moi, super à cœur, c'est cette idée que la vie, en fait, c'est un miracle absolument permanent. Et Nassim Haramein en a parlé aussi hier, et c'est un truc qui revient de façon et qu'il faut rappeler, c'est que en fait, il y a 15 constantes qui permettent à l'univers entre guillemets, de tenir debout, aux atomes de tourner, etc., et de faire que notre corps, il est comme ça. 15 constantes. Et si à un seul moment, il y a une seule de ces constantes alors on peut toutes les calculer mathématiquement, il y a des chiffres qui correspondent à chacune de ces constantes. Si on déplace la virgule pendant l'espace d'une nanoseconde de un chiffre, c'est fini, l'univers s'écroule. Donc c'est comme si à chaque nanoseconde, l'univers tirait alors ça c'est Trinh Chuan Chuan qui le dit, comme s'il tirait le bon billet de loterie en fait, absolument à chaque nanoseconde, quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler de hasard quand les statistiques disent qu'il y a une chance sur, je ne sais plus combien, j'ai plus les chiffres en tête, pour que ces 15 constantes restent constantes absolument à chaque nanoseconde? Est-ce qu'on peut parler de hasard? Pour moi non, et pour beaucoup d'autres personnes non plus.
Et Jean Stone a rappelé ça, et Nassim Haramein aussi hier, il nous a rappelé que notre corps, il y a 100 000 milliards de cellules. Il est fait de 100 000 milliards de cellules, et à chaque nanoseconde, il y a, alors attendez, il y a 1 million de divisions de cellules à chaque seconde. Et s'il y a une seule de ces cellules qui se plante, c'est fini en fait, on se désagrège, on n'existe plus, on devient une pluie de pixels. Donc, je ne vois pas comment on peut encore parler de hasard en fait, quand on en est à une constance comme ça, aussi miraculeuse absolument à chaque instant. C'est absolument pas possible, et les plus grands scientifiques le disent. Et donc voilà, il a insisté là-dessus, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Et sur le hasard, il y a un autre grand scientifique qui s'appelle Nicolas Gisin, lui il officie à Genève. Et lui, dans une de ses conférences, il dit que le hasard, en fait, c'est un événement intrinsèquement, donc non prévisible, en fait, le hasard c'est non prévisible, c'est un acte de pure création. C'est un acte de pure création. C'est quelque chose qui arrive, qui est là, mais dont on ne sait pas d'où il vient, et qui vient peut-être de l'extérieur de l'espace-temps. Donc on en revient toujours à ce truc qui, moi, m'obsède. C'est nous, là, ce qu'on perçoit, ce qui nous est visible, c'est notre film, en fait. C'est ce qu'on construit avec notre tête et avec d'autres cerveaux, parce qu'on a d'autres cerveaux. Mais cette création, en fait, elle se fait à partir d'informations qui viennent d'ailleurs. Ouais. Qui viennent des espaces-temps dont on a parlé tout à l'heure, et plus loin, enfin, tout n'est qu'espace-temps, visiblement, mais... Et Étienne Klein, il a écrit un bouquin d'anagramme avec Jerry Spalko, je crois, qui est absolument magnifique. Et je vais essayer de le... Je crois que je l'ai rapidement dans mon ordinateur, mais c'est résumé en 2 phrases de poésie, c'est juste génial. Alors, Étienne Klein et Jacques Perry-Salco. Donc l'anagramme, c'est: qu'est-ce que la Terre devant ces vallées supérieures de pétillement d'étoiles? Le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers. Donc là, on a une illustration parfaite de ça. Et Guillemot aussi en a parlé de cette idée. Voilà, qu'est-ce que la Terre, voilà, qu'est-ce qui fait que la Terre existe? Qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est par rapport aux étoiles qui l'entourent? Bien, elle est ce qu'elle est parce qu'en fait, elle est construite par ces informations qui viennent du vide quantique. Et ces informations deviennent un espace-temps. Voilà. Et c'est cet espace-temps que nous, on perçoit. Mais en fait, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs et on le construit. Et si ça tient debout à chaque seconde, c'est pas à cause du hasard. C'est grâce à, selon moi, enfin selon plein de gens, c'est grâce à l'amour. L'amour qui est cette force, ce miracle permanent qui permet à tous nos atomes de rester collés. Voilà. Et Haramein me disait par rapport à ça que justement, on avait tendance, les scientifiques qui ne voulaient pas admettre ça, ils avaient tendance à construire en fait des concepts. Il a appelé ça des futsch. La traductrice se marrait parce qu'elle ne savait pas trop comment traduire ça, mais futsch quelque chose, c'est-à-dire caramel mou. Donc, il y a des scientifiques qui mettent du caramel mou dans les équations pour que ça tienne. Parce qu'en fait, comme ils ne veulent pas admettre l'amour, en fait, cette force incroyable, ils vont inventer d'autres forces. Alors là, en l'occurrence, il parlait de la force forte, si j'ai bien compris. Je dis bien si j'ai bien compris, parce que c'était pas évident. Et il disait que voilà, en gros, on a inventé la force forte de façon artificielle pour prouver que des choses pouvaient tenir ensemble, mais qu'en fait, non, c'est pas la force forte, c'est l'amour. Voilà. Et la traductrice a appelé ça des gluons à un moment donné, de la glu, c'est-à-dire qu'on essaye de coller des choses ensemble et ça fait des gluons, et je trouvais ça trop rigolo, quoi. Il parle souvent dans la théorie de la relativité, en fait, pour essayer de faire cette théorie, l'unification entre le quantique et la théorie de la relativité. Ouais. Il parle de la supercolle. Ouais, ben voilà. Ah, ben c'est ça. Donc c'est un concept effectivement scientifique, et tu as raison sur l'amour, qui est quand même la vraie supercolle de l'univers. C'est ça, la vraie supercolle qu'on ne veut pas admettre, alors que c'est un truc juste énorme. Et par rapport à cette idée de hasard aussi, parce qu'on ne l'a... Enfin, pour moi, c'est la clé de tout. Il y a Edgar Mitchell, qui était un astronaute qui a fait partie de la mission Apollo 14,
Donc, c'est Edgar Mitchell, notamment, qui a créé l'Institut des sciences noétiques en Californie. Edgar Mitchell, alors je vous lis une de ses déclarations. Donc, il fait une mission avec Apollo 14 et il revient en disant, il a eu une expérience mystique, en fait, lors de son voyage. Et il dit, j'ai vu le cosmos, j'ai vu tout l'univers qui s'étendait devant moi. J'ai vu une minuscule planète, des millions, des milliards d'étoiles et de galaxies, des amas galactiques, le tout magnifiquement disposé. Ce fut une joie très profonde, un bonheur difficile à décrire. Aussi, j'ai eu la conviction que je regardais un système cohérent, intelligent. Ce n'était plus ce que la science m'avait appris, un ensemble de collisions de matière énergétique construit par le hasard. Il s'agissait plutôt de cohérence, d'intelligence palpable. Voilà, donc l'astronaute en personne aussi le dit et c'est hyper important. Et donc, par rapport au hasard, Philippe Guillemant, qui était présent lors de ce séminaire, nous a présenté un concept intéressant sur les 4 types de hasard. Parce que, voilà, il dit on a tendance à se tromper sur la nature du hasard et parfois avoir des signes partout. Cela dit, moi, je pense que tout est signe, mais parfois, on interprète les signes dans un sens et pas dans un autre. Enfin, pas dans un sens qui soit juste. Et sa typologie des hasards, elle était intéressante. Il dit, voilà, qu'il y a donc un premier hasard qui s'appelle la cause cachée. Par exemple, je vois... qu'est-ce qu'il donnait comme exemple? Je rentre chez moi et je vois un clown passer. Et je me dis, ah là là, ce clown, c'est un signe que je dois faire telle ou telle chose parce que je vois pas pourquoi il y a un clown qui passerait ici. Donc, ça doit être le signe que, je sais pas, qu'il faut que je reprenne mes études de cirque, par exemple. Enfin, je dis des bêtises, mais ça pourrait être quelque chose comme ça. Et là, Guillemant dit, oui, mais non, c'est une mauvaise interprétation parce qu'en fait, si ce clown est là, c'est pas forcément pour me faire signe que je dois reprendre mes études de cirque. C'est tout simplement parce qu'il y a un carnaval 2 rues plus loin. Donc, il ne faut pas que je fasse une interprétation qui soit pas raisonnée. Et donc ça, c'est la cause cachée. La deuxième cause, c'est les projections. Donc lui, il appelle ça le biais cognitif. Donc la projection, c'est quand je projette. Voilà, quand je projette ce que j'ai envie de projeter, ce que j'ai envie de voir et de croire sur les signes qui m'entourent. La troisième typologie, c'est l'influence d'un ancien futur. Alors, l'influence d'un ancien futur, c'est par exemple, je vais à une conférence et... Alors, attends, le panneau sur l'autoroute, ouais. Je me rends à un rendez-vous important et il y a un panneau sur l'autoroute qui dit, voilà, la route est barrée, il faut changer, en fait, son itinéraire. Là, il dit, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être se dire que ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas y aller. Alors qu'en fait, ça veut peut-être justement dire l'inverse. Ça veut peut-être dire que justement, il faut forcer ce barrage pour pouvoir réaliser mon objectif. Et que peut-être, du coup, ce barrage, ce serait la manifestation d'un ancien passé, c'est-à-dire la manifestation de barrage intérieur que moi j'avais avant. Et le quatrième hasard, c'est l'influence d'un nouveau futur. En fait, parce que Guillemant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à chaque seconde, en fait, de par ce que je crée, de par ce que je pense, de par ce que je fais, tout ça, je change le futur. Mais le passé aussi, il prépare un futur. Donc, finalement, mon présent, c'est le résultat de choses passées aussi. Ça veut dire que si je veux changer mon futur, il y a quand même un temps pour que les choses se fassent, puisque le futur que je vis, on va dire, à chaque seconde, il est le résultat de choses passées. Donc, si je veux changer ce futur, il faut quand même que je produise un certain nombre de pensées et que je fasse un certain nombre d'actes pour pouvoir construire une nouvelle ligne de futur. Alors moi, je peux réagir. On peut réagir à tout ça là, parce que carrément. D'abord, moi, je voudrais juste faire référence à Christophe Alain. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Qui est un ancien autiste, qui a accédé un peu à cette dépersonnalisation dont je parlais tout à l'heure, donc dans une espèce d'une forme d'illumination, quoi. C'est très intéressant ce qu'il dit. Tu disais, on crée la réalité avec notre tête. Alors lui, il faisait la différence entre la volonté
qui est très mentale, et l'intention, qui est finalement beaucoup plus haute, et qui émane de ce que l'âme, si on peut le dire en ces termes, même si, encore une fois, c'est un peu factice, a choisi d'expérimenter ici et maintenant. Donc ça, c'est important de faire la différence, parce que souvent, dans la loi de l'intention, on croit qu'il suffit de vouloir un truc, là, et que c'est quand on se concentre qu'on va obtenir quelque chose, et cette modification, finalement, électromagnétique, qui va modifier notre réalité. Bon, je pense qu'effectivement, entre ce que le mental dit ici et veut ici, et ce que en fait notre âme veut, il faut déjà prendre la mesure de la marge. Parce que si je dis n'importe quoi, tu as déjà expérimenté dans 10 autres réalités la richesse, ton mental d'ici, il dit « Ah, je voudrais être riche », mais ton âme sait que non, là, il ne faut pas que tu aies de l'argent, parce qu'on a déjà fait ça 10 fois, et que ça ne t'a pas permis d'apprendre ce que tu devais apprendre, par exemple. Tu vois, donc ça me fait réagir. Également sur l'idée de changer le futur et le passé. Pour moi, en fait, c'est dans cette idée que le temps n'existe pas. Donc, si l'univers est un gâteau et qui contient toutes les possibilités, c'est le concept du monde quantique. C'est que le monde quantique, il possède en soi toutes les probabilités. Et l'univers, c'est ça. C'est qu'il y a toutes les possibilités de futur sont écrites à chaque instant, dans cette infinité de choix qu'on peut faire en chaque instant. Et comme si on était les héros d'un jeu vidéo dont on est le héros, tu vois, un peu comme dans GTA, par exemple. Tu vois, GTA, tu peux décider de prendre un hélicoptère, d'aller à droite ou à gauche, tu es libre d'évoluer dans un univers, tu as le libre arbitre, mais c'est un libre arbitre extrêmement contraint par les possibilités scénaristiques envisagées avant. Donc tu as le choix dans une infinie possibilité, et c'est ça, ces futurs possibles. Et il n'y a pas à dire « Ah, je vais forcer ». C'est que dès lors que tu te charges électromagnétiquement, dès lors que tu as acquis l'expérience nécessaire, ce que tu es venu chercher ici, alors tu passes à l'expérience suivante et donc ta vie change. Et je rebondis aussi sur qu'est-ce que c'est que écrire, changer son passé. On peut le faire tous, de manière très simple, en revisitant les moments de notre passé dans notre vie. Je dis n'importe quoi, quand tu avais 7 ans, tu as vécu une honte, une humiliation à l'école. En tout cas, c'est comme ça que tu l'as vécu. Ça veut dire que c'est comme ça que tu l'as écrit. C'est ton regard. C'est ton regard. C'est comme ça qu'on l'a écrit dans notre histoire. Et donc, on va vivre notre présent. Et on va se projeter dans l'avenir avec tout le poids de ce passé. Avec tout ce vécu qu'on a écrit. Et il suffit de revenir, même pour le coup avec son mental, sur cet événement et de l'observer avec un autre point de vue, avec un point de vue d'adulte, et de se rendre compte que l'enfant de 7 ans n'est en rien, n'a aucune honte à avoir, au fond, dans cet événement. Et que donc, cette humiliation qu'on a écrite, on peut la réécrire autrement. Tu vois, moi, j'étais timide quand j'étais petite, et j'ai compris, en revisitant mon passé, que je pouvais réécrire ça. Et que, au fond, je n'ai jamais été timide. Tu vois, et donc, oui, c'est déterminant. Et il y a rien de, pour moi, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est purement, comment dire, électromagnétique. Ouais. Tu vois, tu as besoin de dépasser l'humiliation. Tant que tu ne l'as pas dépassée, tu vas la revivre. Une fois que tu l'as vécu, pouf, tu changes de paradigme. Et alors, tu peux aller à l'étape suivante de ton développement et changer ton futur en même temps que ton passé. Ouais. C'est là où on voit à quel point le miracle, à quel point le regard, il est miraculeux en fait, parce que voilà, par ton regard, tu peux vraiment changer des choses, et ça c'est important. Et il y a plusieurs idées qui me fascinent là-dedans. C'est cette idée qu'effectivement, si je change quelque chose parce que oui, il y a une infinité de futurs qui sont potentiels, mais selon moi, il y en a, c'est un peu comme dans une course de Formule 1, si tu veux. C'est comme s'il y avait des futurs qui étaient quand même plus proches, évidemment, de se concrétiser que d'autres. Par exemple, là, si on pense à 2050, bon, pour moi, sur la ligne de départ de 2050, il y a un futur un peu plus transhumaniste, il y a un futur carrément chaotique. Ouais, il y en a plusieurs et ils sont tous avec leur Ferrari, voilà. Et puis nous, on essaye de faire exister le nouveau monde, de donner une Ferrari au nouveau monde pour qu'il puisse aussi, le nouveau monde tel que nous, on a envie qu'il soit, pour qu'il puisse justement démarrer sur cette
ligne de départ de 2050. Et il existe déjà, et il nous envoie des intuitions, il nous envoie des idées, il nous envoie des synchronicités pour que nous, on le fasse exister. Et d'ailleurs, enfin, je pense que ce futur, ce nouveau monde en 2050 positif, est-ce que finalement, c'est pas à nous, des parties de nous en 2050, tu vois, un nous plus évolué, peut-être notre âme, je sais pas, mais en tout cas, une partie de notre âme plus évoluée en 2050 qui nous envoie qui nous tend des perches aujourd'hui en 2018 pour que, par exemple, on fasse cette émission, qu'on essaye de transmettre des informations, tu vois, ou des choses comme ça. C'est une idée qui m'amuse beaucoup, surtout en tant que scénariste. Et par rapport, oui, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup, il y a tout un business de je peux faire tout ce que je veux dans la vie avec la pensée, la méthode Coué, la pensée créatrice et tout ça. On a beaucoup martelé les gens avec ça. Tu peux, la winner obsession, quoi. Oui, si tu veux, tu peux être beau, tu peux être riche, tu peux être célèbre, en faisant des tas d'exercices, en répétant des phrases le matin. Enfin, tous ces trucs-là, moi, je n'y crois pas vraiment une seconde, en fait. Enfin, en tout cas, pas vraiment. Parce qu'il y a quand même une chose, c'est que oui, on a tous notre univers et on a tous notre réalité, mais on est quand même interdépendants les uns des autres. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous nos univers, on est 7 milliards, mais tous nos espaces-temps, eh bien, ils sont mêlés les uns aux autres. Donc, je ne suis pas moi toute seule, Audrey Canso, avec mes désirs, toute seule dans mon univers. Il y a des interférences. Mon univers, il se mêle à plein d'autres univers. Donc, même si j'ai très envie, très fort de quelque chose, déjà, il y a, comme disait Amélie, il y a cette histoire de, pas forcément de contrat d'âme, mais si, enfin, il y a aussi ça, il y a aussi qu'est-ce que je suis venue expérimenter dans cette vie-là, donc c'est un premier facteur. Il y a aussi qu'est-ce que tous les autres sont venus expérimenter et qu'est-ce qu'ils font de façon effective. Et même si j'ai très envie, par exemple, que le nouveau monde se manifeste, ben, s'il n'y a pas assez de gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, le nouveau monde ne va pas forcément se manifester. Il faut qu'il y ait une masse critique pour que, du coup, que justement électromagnétiquement, il y ait suffisamment de charges qui se connectent ensemble et qui font que les choses, elles existent et qui font qu'on va transformer en particules les ondes du futur dont on a envie qu'elles soient manifestées, quoi. Donc, c'est pour ça que le retour au collectif, il est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement important de travailler ensemble et de ne plus rester tout seul dans son coin. C'est pour des raisons de physique, en fait. C'est pas un truc de bisounours. C'est parce que d'un point de vue physique, si on veut que les choses se manifestent, il faut que nos espaces-temps, ils se mêlent et qu'on manifeste les choses ensemble. Et par rapport à ce futur, c'est très compliqué par rapport à cette réalité qu'on manifeste. Il y a l'influence du passé, il y a l'influence du futur. Et pour moi, il y a le facteur X. Moi, j'appelle ça le facteur X. C'est est-ce que ça ne serait pas la source? Est-ce que ça ne serait pas le plan divin? C'est-à-dire que ça dépasse encore cette idée qu'on a 7 milliards d'espace-temps qui travaillent tous ensemble. Parce qu'il n'y a pas seulement 7 milliards d'espace-temps, mais il y a aussi tout le reste du cosmos. Donc là, on est sur un truc inimaginable. Et il y a aussi ce truc qu'on ne sait pas. Il y a aussi peut-être ce plan divin qu'on ne sait pas et qui, lui, borne aussi les choses et qui fait qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver et peut-être que certaines choses ne pourront jamais arriver. Et ils ont parlé de ça, au séminaire, justement, ils ont parlé du système de Gödel. Moi, voilà. Donc, le système de Gödel, le principe de Gödel, c'est très simple, c'est que tout système humain est par essence incomplet. C'est-à-dire qu'on aura beau produire le raisonnement le plus sophistiqué du monde, de toute façon, par essence, il est incomplet. De toute façon, il y a moi j'appelle ça le facteur X, ce truc qui nous manque et qui fait qu'on ne pourra jamais vraiment tout comprendre, en fait. Et ouais, c'est fait. Mais comprendre, c'est vouloir mettre dans un dé à coudre. Hein. Ouais. Vouloir mettre l'univers dans un dé à coudre, donc c'est quand même très compliqué de résumer l'univers. Et juste une petite remarque, pardon, 2 secondes. Moi, je crois que la question de quelle représentation du bonheur on se fait, c'est ça qui nous guide. C'est comment je vais faire pour m'accomplir ou être heureux ou faire ce que j'ai à faire. Et c'est là où on se plante souvent. C'est que justement, peut-être que le mec, il se dit je vais bâtir ça, je vais conquérir ça, je vais gagner de l'argent, je vais être reconnu publiquement, je ne sais quoi.
Et il se dit, c'est comme ça que je serai heureux et que je m'accomplirai. Sauf que l'univers, sa conscience supérieure, sait que le chemin peut-être de la solitude, de la pauvreté, je dis n'importe quoi, cette souffrance qu'il va vivre, c'est ça qui va le rendre heureux. Et c'est ce fameux adage, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est le chemin, ouais. Voilà. En tout cas, votre échange était des plus passionnants. Et c'est vrai qu'on pourrait y passer la nuit. Voilà, oui, c'est vrai. tellement vaste comme sujet. Une chose est sûre, c'est que si j'ai une infinité de futurs possibles, c'est que j'ai forcément une infinité de passés aussi possibles pour pouvoir donner cette infinité de futurs possibles. Donc, on peut changer notre passé, et c'est ça qui est très difficile à conceptualiser, parce qu'on arrive à comprendre qu'on puisse changer notre futur. On a du mal à se dire qu'on peut aussi changer notre passé, on a l'impression d'avoir vécu, mais en réalité, tout est modifiable. Et c'est vrai que c'est une hypothèse. Il suffit de l'écrire autrement, encore une fois. En tout cas, la perception, elle est modifiable, ça c'est certain. Après, est-ce que si tu changes ta perception du passé, tu changes le passé. Parce que rien n'est autre que le vécu. Si je me dis victime de quelque chose et que du jour au lendemain, j'arrête de me dire victime, que je n'ai jamais été victime, alors ma vie change immédiatement. Immédiatement. Et là, c'est ce fameux bond quantique. Ouais. Mais la question que les gens se posent, si tu veux, c'est quand on dit je change mon passé, est-ce que ça veut dire que dans un espace-temps donné où ce passé existe encore, est-ce qu'il a effectivement changé? Tu vois? Oui, est-ce qu'on remplace l'événement? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on change les événements? C'est ça que tu veux dire? Oui. Est-ce que les événements changent? Déjà, il y a un gros débat sur... Est-ce que nous, on est là, on dit tout existe dans des tas d'espace-temps? Il y a ceux qui disent que tout existe de façon potentielle et ceux qui disent tout existe dans des espaces-temps aussi tangibles que celui qu'on vit là. Donc, c'est Texmark qui dit, par exemple, que s'il y a une infinité d'espace-temps, et puis Philippe Guillemant, il me semble, lui, dit que non, que tout est en potentialité et qu'on ne manifeste à chaque moment qu'une seule réalité. Donc ça, c'est... Moi, je ne suis pas tranchée là-dessus, je t'avouerai. Même si l'idée d'une infinité d'espace-temps qui existe autant que cet espace-temps-là me plaît et que je la trouve logique, je ne sais pas si on a raison de dire que c'est ça, tu vois, la vérité. Moi, je ne sais pas encore aujourd'hui. En tout cas, ça s'y approche, effectivement, ce qui serait le... C'est vertigineux, C'est vertigineux. Mais ce qui serait le plus plausible, c'est qu'il y ait une infinité d'espace-temps qui existe. Oui, c'est notre conscience qui la fige à un instant donné. Ouais. Et c'est pour ça que, comme le disait Lily, on peut revenir effectivement dans le passé et en ayant une autre vision de notre passé, on a figé un autre espace-temps de notre passé. Et donc, tout est possible. Voilà. Mais bon, encore une fois, ça reste au débat. On va arrêter le débat là parce qu'on pourrait y passer toute la soirée. Il y a Aurore qui voulait réagir quand même. Oui, je voulais juste dire quelque chose, si vous me permettez, parce que c'est un débat super intéressant et franchement, c'est passionnant. Ce soir, je me suis vraiment régalée avec ce débat et ça fait rêver. Et pour revenir sur ce que disait Lily, Audrey, moi, de par ma propre expérience de vie, en travaillant sur moi-même, parce que ça demande de travailler sur soi, ça m'a permis d'aller, comme si je faisais un bond dans le passé, dans mon passé. J'allais vers la petite fille que j'étais, qui a peut-être souffert à un moment donné, qui a eu peut-être des traumatismes, qui s'est passé des choses importantes. Et c'est comme si j'avais pu aller vers elle, la prendre dans mes bras et lui dire maintenant, tout va bien se passer et tu verras que ta vie sera différente parce qu'on a pu ensemble faire ce cheminement. Je suis venue à ta rencontre. J'ai fait tout ce chemin pour venir à ta rencontre. Il m'a fallu toutes ces années de travail sur moi, de compréhension, de pardon, aussi d'ouverture du cœur, parce que finalement tout le monde peut se tromper. Voilà, les parents, c'est pas des super hommes, des super femmes, c'est des êtres humains. Ils ont pu aussi à un moment donné, appris peut-être quelque chose à leurs dépens. Et puis voilà, les enfants parfois souffrent d'une façon qui n'est pas toujours évidente. Mais on peut aller récupérer des parts de nous et nous permettre aussi de guérir ces parts de nous,
Donc, on va faire un bond important, le bon quantique dont elle parlait Lily, pour aller justement prendre la main de toutes ces parts de nous, qu'on soit enfant, adolescent, jeune adulte, ça n'a pas d'importance. Mais d'abord, c'est se pardonner, pardonner aux autres, et puis comprendre qu'on est tout ça pour apprendre, et qu'on fait aussi des erreurs en tant qu'adulte, comme d'autres ont fait des erreurs avant nous, mais l'important, c'est de pouvoir nous ramener dans le présent, toutes ces parts de nous, pour pouvoir finalement nous libérer de ça et nous alléger notre cœur et pouvoir continuer. Donc ça va permettre aussi de nous dévictimiser, de ne plus agir comme des victimes. C'est ce que disait aussi Lily, c'est d'arrêter de se croire des victimes, mais prendre la responsabilité de notre vie, parce que nous sommes responsables de notre vie. Nous avons la responsabilité de notre vie, et d'abord de nous aimer, d'aimer les autres pour ce qu'ils sont, et puis aussi accepter ce qu'on est avec notre part d'ombre aussi, et pas seulement notre part de lumière. Et à partir de là, on peut embrasser tout le monde. Et ça, c'est très important. Tout à fait. J'abonde. Et d'ailleurs, tu vois, enfin, c'est pas pour retourner sur ce dont on parlait, mais il y a effectivement plein de thérapies où en modification de conscience, enfin en état de conscience altéré, où on se revoit enfant et justement on reprend cette petite fille ou ce petit garçon qu'on était et on lui parle et tout ça. Et tu vois, quand j'imagine ça, je me dis, mais quand j'imagine tout ça, enfin quand je retourne dans quand je vis ça, eh bien, est-ce que c'est pas là où je changerais ce fameux passé et ce film que je vois? Est-ce qu'il existerait vraiment dans un espace-temps véritablement tangible ou est-ce que c'est juste mon imagination? Et ça pose le problème, mais on en parlera un autre jour, de l'imagination, enfin de la réalité de l'imagination. Est-ce que ce que j'imagine existe ou pas? Et voilà, et ça c'est un autre débat. Et je vais clore parce que sur le collectif, Nassim Arama, il a dit un truc super intéressant hier. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Mais voilà, il a dit en gros, parce que je n'ai pas pu prendre en note exactement, mais qu'on était donc décoordonnés, qu'on était chacun un point de vue de l'univers et que quand on bouge, on fait bouger tous les autres. Et qu'il est en train de montrer vous savez, les trucs pour changer les PowerPoint là sur scène, une télécommande. Et il disait, cette télécommande, en fait, elle existe, mais elle est différente pour chacun d'entre nous, puisque chacun d'entre nous, on a un point de vue différent sur cette télécommande. Il n'y a pas une seule personne qui a un même point de vue sur cette télécommande. Et ce qu'il disait, c'est que si cette télécommande, elle existait, c'était grâce à la somme de tous les points de vue qui, en fait, s'additionnent et qui fait qu'elle existe, en fait. Et je trouvais ça assez... C'est la compilation, voilà, de tout... Voilà. C'est la compilation de toutes les expériences des humains qui font que le moment d'après existe. Quand j'agis, j'informe le reste de l'univers. Mais le reste de l'univers m'informe aussi. C'est la relation entre toutes les expériences qui créent l'humanité. Ça marche dans les deux sens. Le vide nous informe. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je reçois les informations et avec ma tête et d'autres choses, je crée mon film. Mais la réalité m'informe aussi. Voilà, ce qui est dit directement tangible m'informe aussi. Et du coup, c'est cet aller-retour qu'il faut piger. Et il rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en disant si notre intention est contre le mouvement de l'univers, ou peut-être, là c'est moi qui rajoute contre Adam, on ne manifestera pas ce que l'on veut. Il faut altérer suffisamment d'informations dans le champ collectif pour que quelque chose se produise. Voilà, sur le collectif. Je pense que c'était important de le rappeler parce qu'on est trop bercé par l'idée, enfin c'est trop la winner obsession, chacun peut faire ce qu'il veut en dépit de tout le monde, c'est trop débile. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter avec ça, quoi. Bon, en tout cas, ça avait l'air vraiment hyper passionnant ce festival, la conscience et l'invisible. Alors, juste un tout petit mot sur les guest stars, parce que alors, les frères Bogdanov, il n'y en avait qu'un seul d'ailleurs. C'est ça? Oui, Bogdanov, qui a parlé de... Ouais, Grishka, ouais, voilà, Grishka. Qui a parlé des preuves du Big Bang, en fait. Voilà. Et dans les preuves du Big Bang, il y avait... Alors, celle dont je me souviens, c'est que tout simplement, il y a quelqu'un qui a réussi à capter le son du Big Bang.
je ne sais pas qui l'a capté, mais voilà, on a à un moment donné, quelqu'un a réussi à capter l'écho du Big Bang, ce qui aurait prouvé son existence, donc ça c'était intéressant. Et il nous a parlé des nombres entiers, des nombres non entiers, des nombres irrationnels. Ouais, ça c'était intéressant. En fait, il y a des chiffres qui ne s'arrêtent jamais, quoi. Qui sont infinis, qui ne s'arrêtent jamais, qui ne s'arrêtent jamais, qui ne s'arrêtent jamais. Et Pi notamment. Et il posait la question, il disait, mais d'où vient Pi? D'où vient ce chiffre qui ne s'arrête jamais? C'est complètement hallucinant. Il a parlé d'un scientifique qui s'appelle Friedman et qui a parlé de ces nombres-là et qui a dit qu'ils semblaient écrits de la main même de Dieu. Voilà. Donc, je crois que c'est assez clair. Donc, Grishka a rappelé des mots d'Einstein qui a tout simplement dit ce que je veux comprendre, c'est la pensée de Dieu. Voilà ce que disait Einstein, tout simplement. Voilà. Ils ont fait un livre, les Bogdanov, qui s'appelle La pensée de Dieu, d'ailleurs, que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà. Bon voilà, en tout cas c'était une conférence et puis un salon des plus intéressants. Est-ce qu'ils ont annoncé la tenue probable d'un nouveau salon l'année prochaine ou dans 2 ans? Bah écoute, ça a eu beaucoup de succès, donc je pense qu'ils vont essayer d'organiser autre chose. Après, c'est quand même une logistique assez lourde, donc je vous tiendrai au courant en tous les cas. Mais je pense qu'il y a... Oui, ils ont envie de réitérer l'opération, ouais. D'accord. Si ça se prépare, s'il y a une deuxième en préparation, n'hésite pas de nous en faire part. Oui, carrément. Allez, très rapidement, parce que sinon cette émission va être très très longue. Tu as aussi participé à un salon du livre sur Toulouse, organisé par une association qui s'appelle l'Imaginarium. Et donc le salon, c'était l'Imaginal Livre. Voilà. Alors, en quelques mots, comment ça s'est passé? Je vais être rapide parce que c'était sur donc, les littératures de l'imaginaire. Et j'allais là-bas pour dédicacer mon guide des fées. Et aussi 2030, Odyssée d'un nouveau monde. À la base, ça devait se passer à l'université du Mirail, mais il y a eu un blocus parce que les étudiants sont contre les réformes qu'a mises en place, que le gouvernement de Macron veut mettre en place. Donc voilà, on a le site, le festival a été changé de lieu et une conférence en fait sur le Nouveau Monde. Donc c'était intéressant parce que c'était les personnes qui étaient dans l'auditoire n'étaient pas forcément ne venaient pas forcément pour moi et donc du coup c'était un petit défi et je voudrais faire justement une petite dédicace à Merlin qui en fait a été mon partenaire improvisé de conférence si tu veux parce que voilà il y avait des étudiants qui étaient là. J'ai parlé de plein de choses. Je ne suis pas sûre de les avoir convaincus. Mais il y en avait un, et donc il avait 12 ans, il s'appelait Merlin. Et au milieu de la conf, il a commencé à lever la main et à anticiper ce que j'allais dire. Il comprenait tout ce que je racontais sur le vide, sur les interactions. Là, tout ce qu'on vient de dire, il aurait compris aussi. Et c'était génial parce que du coup, on a fait une conférence à 2. On a terminé tous les 2 parce que lui me posait des questions, moi je lui répondais. Il faisait des suppositions, etc. C'était génial. Et à la fin, il est venu me voir sur le stand et je lui ai serré la main, je lui ai fait enchanté Merlin et il m'a dit quel beau jeu de mots. Alors que j'avais même pas pensé au jeu de mots. Donc vraiment une flèche, ce gamin, je l'adore. Et donc voilà, je vais pas trop développer, tu vois, sur. Alors, en tout cas, ça nous permet d'avoir la transition sur tes futures conférences. Donc je crois que la prochaine, c'est le 27 avril. La prochaine, c'est le 27 avril, c'est dans une association, donc c'est à Paris, dans le 1er arrondissement. Et sinon, j'en fais une le 3 juin. Donc à Paris, à l'espace Gaëlem, voilà, c'est un dimanche. On va mettre bientôt la billetterie en place, donc venez nombreux, ça sera un goûter, il y aura du chocolat, plein de choses, et on va parler du vide, de comment basculer vers le nouveau monde, et ça va être sympa. Et attends, j'avais pas autre chose. Et moi, je viens. Et il y aura, oui, exactement, il y aura Amélie en plus. Moi, je serai dans le public, quoi, hein, mais je veux pas rater. Ouais, mais bon, je pense que je te ferai. Si tu as envie de parler, tu pourras parler. Oh. Bah, te faire. Et
Et sinon, vous pouvez voir aussi sur mon blog, parce que j'ai mis une série d'articles sur le mode Opale, donc c'est passionnant, c'est le nouveau monde dans l'entreprise, c'est génial, et ça va tout révolutionner, donc il faut lire ces articles sur le mode Opale, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Tu nous rappelles l'URL de ton site, s'il te plaît? Oui, donc c'est www.newearthlab.com. Donc, entendu. Bon voilà, écoutez, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet échange entre nous et puis surtout entre elles. Voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver le livre d'Audrey 2030, Odyssée d'un nouveau monde, et la retrouver dans Miasme numéro soit 76 ou 77 où elle nous parle plus précisément de ce livre. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve dans 2 semaines avec le retour de Dino et puis l'équipe au complet pour un nouvel épisode de Miasme TV. Merci mesdames, à très très bientôt. Salut Merci Antoine, Antoine. salut les filles. À bientôt, merci À beaucoup. bientôt. Allez, bisous. Merci, au revoir. Je t'ai vu, je te sais, tu me tues, oh je me tais. Dans tes bras, je consume les voyelles et voilà que ta consonne résonne. Dans ma quête, je m'entête, tic ou toc, je débloque. Il y a dans ma vie des visions, dérisions qui dérivent pour de bon. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Je me crée, je te crois, je te vis, oh, je me noie. Dans ce jeu, je suis deux et personne ne me voit. Car à ta place, je me masque, je me glisse, je te glace, je m'immisce dans ta peau, prends ta vie, ton visage, qui se fige mes mots. Toi, tu, moi, il aime mon toi, tu aimes mon île, tu m'obnubiles. Toi, tu, moi, il, tu thématises, mes hantises, mes envies. Mes mirages, mes raisons, je suis ange et puis démon. Je m'amuse de cette muse de passion. Car à ta place, je me masque, je me glisse, je te glace, je m'immisce dans ta peau, prends ta vie, ton visage, qui se fige à mes mots. Toi, tu, moi, il, je t'abuse, tu me ruses, je te plie, tu me prises. Toi, tu, moi, il, toi, tu, moi, vite, c'est les chaînes que je brise, l'horizon que je vise. Toi, tu, moi, il. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Toi, tu, moi, il, dans tes yeux, je m'abîme. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Il aime mon toi, tu aimes mon île. Donc ce soir, c'est Antoine et ses drôles de dames. Hein. J'ai coupé ma Bien tête. entouré là. On a de la chance. Alors, Parce que quand il y a les élections italiennes, mon papa est en Italie, il y a eu pas mal de remous. Et il y a eu des jeunes femmes avec les seins nus qui ont été vers Berlusconi, lui dire maintenant, va-t'en, parce que voilà, il faut arrêter, quoi. Et moi, je suis confiante dans les jeunes générations. Elles vont apporter un autre. Voilà, moi, je suis vraiment confiante par rapport aux jeunes générations. est-ce que vous voulez connaître la dernière blague misogyne de Berlusconi? Ouais, on veut savoir. Vous voulez savoir? Et, en fait, on a trouvé où est le point G chez les femmes. C'est la dernière lettre du mot shopping. Oh, oh mon Dieu. C'est misogyne, mais ça m'a fait rire. Ouais, Ok, allez, après cette petite note d'humour, ouais, de délicatesse. de délicatesse, Délicatesse à deux balles, berlusconienne. berlusconienne. On va donc accueillir Audrey comme il se doit.
Bonsoir. Attends, je vais relancer. Merde, pardon. Elle n'a pas les codes, Audrey. Elle n'a pas les codes. J'allais me coucher là, donc je suis pas encore. En plus, avec mon casque, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est super bizarre. Bon, bref. En fait, je vous entends pas, moi aussi. Allô? On parle pas. Ah oui, c'est pour ça. On t'écoute. Alors, Parce que je dis, ça se trouve, ils sont en train de parler et j'entends rien. Donc...